bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Entretien qui va parler de différents sujets qui marquent l'actualité dans notre pays. On va premièrement se pencher sur, bien évidemment, la levée des immunités du sénateur à vie, Joseph Kabila, donc levée ou non de ses immunités. Vous allez comprendre pourquoi on parle de ce sujet, puisque nous recevons pour vous M. Ferdinand Kambere. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, déjà, la première question qui saute aux yeux, mardi, le sénateur à vie devrait se présenter au Sénat pour une séance de travail. Comment on peut expliquer le fait qu'il ne se présente pas? Bon, vous comprenez Patrick que nous sommes en face des institutions ici des élections décriées de décembre 2023 et que malheureusement, au lieu que ces institutions se crédibilisent aux yeux de l'opinion nationale et internationale, ils sont en train de se discréditer, de confirmer tout ce que nous avions craint. Qu'en réalité, si les Congolais, à un moment donné, ils ont pris l'option par rapport aux crises politiques récurrentes dans notre pays, que désormais, en vertu de cette constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, nous adoptions comme mode d'évolution du pouvoir la démocratie. Voilà que malheureusement, on est en face des gens qui sont allés seuls aux élections en 2023 avec tout ce qu'on a décrié comme processus. Un processus. Ce n'est pas le sujet, mais comment ils sont allés seuls? Je suis en train d'arriver à cette histoire du Sénat. Donc, ce qu'il y avait comme illégalité, irrégularité, fraude massive pour se constituer cette famille. Aujourd'hui, quand nous arrivons à ce qu'on appelle une procédure ou une demande d'élever d'immunité du sénateur à vie, c'est clair, on est en face d'un régime d'oppression, on est en face d'un régime qui, malheureusement, contrairement non seulement à la Constitution, mais aussi à la loi du 26 juillet 2018, qui, elle aussi, lorsque vous lisez l'exposé des motifs, c'était une loi qui venait renforcer les garanties de l'alternance au sommet. Malheureusement, aujourd'hui, Félix est en train de se retourner contre l'ancien président. Il n'y a pas répression puisque la procédure est en cours. Il devrait se présenter et puis voir la suite des événements. Si on va lever ou non, c'était une séance de travail, il devrait se présenter pour qu'on puisse décider de la suite. Non, malheureusement, parce que c'est quand même du Sénat dont on parle. Mais l'article 138 du Sénat, alinéa 5, le dit, chaque sénateur, lorsqu'il est invité, il doit se présenter. Il doit se présenter devant une commission pour qu'on puisse l'entendre. Non, justement, Patrick, il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a un règlement, il y a d'abord la Constitution, il y a aussi un règlement intérieur qui gère le Sénat. Et lorsque vous lisez ce règlement, l'article 5, vous allez voir qu'un sénateur à vie, c'est un cas. Ce n'est pas de ces sénateurs dont vous parlez. Parce que même à l'article 5, déjà, on dit que lui est dispensé des obligations d'autres sénateurs. C'est un super sénateur. Non, c'est un sénateur à vie. Extraordinaire. Un sénateur extraordinaire. Mais ça, effectivement, c'est juste une qualité, un titre honorifique. Parce qu'en réalité, son statut n'est pas lui d'être sénateur à vie. Son statut, c'est d'ancien président de la République. Mais il est sénateur à vie aussi. On ne peut pas l'entendre dans n'importe quelle commission, quel que soit le problème, puisqu'il est sénateur à vie, on ne peut pas l'auditionner dans une commission spéciale. C'est ce que vous dites. Parce qu'il n'est pas porteur de mandat, Patrick. Lui, son statut, c'est celui d'un ancien président de la République, qui est géré conformément à la Constitution par une loi portant statut d'ancien président de la République. C'est là où on parle de ses immunités en tant qu'ancien président de la République. Et c'est là où, même pour le régime pénal, où on trace les modalités pour les infractions commises en dehors de ses fonctions et pour les infractions commises pendant ses fonctions. Comment les poursuivre devant les juges?
C'est là où le Sénat doit faire attention. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est autre chose. Je les ai vus invoquer l'article 224 Du règlement intérieur du règlement intérieur du Sénat. Mais lorsque vous lisez cet article 224, il parle d'un Sénat porteur d'un mandat. Il parle d'un sénateur porteur d'un mandat, parce que les mandats, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui sont allés auprès des députés provinciaux et qui ont présenté leur candidature et ont été élus sénateurs. Alors ceux-là, leurs immunités sont réglementées par l'article 223 et 224. Et 223 déjà, on vous parle des immunités pour ces sénateurs lorsqu'il est élu, lorsqu'il arrive au Sénat. On valide son mandat, ce qui n'est pas le cas d'un sénateur à vie, qui n'a même pas de suppléant du reste. Les sénateurs à vie, vous n'allez pas les mettre dans un tonneau de tous les autres sénateurs qui n'ont qu'un mandat de 5 ans. Mais puisqu'il y a des choses qu'on lui reproche quand même, est-ce que le Sénat ne peut pas initier des procédures? Non, ne peut pas initier une procédure quand même pour qu'on puisse l'entendre, savoir un peu plus sur ce qu'on lui reproche? Mais il faut à ce moment-là lire la loi portant statut d'un ancien président de la République. C'est là où vous trouvez toutes les procédures. Ne se trouve plus au niveau du Sénat. Parce que ceux qui sont le Sénat doit abandonner toute la procédure et on laisse la place à la loi portant... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une procédure pénale par rapport à ça. Et c'est celle-là qui doit être suivie. Et lorsqu'elle est entamée, il y a une façon de la faire. OK? Pour des infractions commises, par exemple, en dehors des fonctions, la loi portant statut de 2018 le dit clairement. C'est le Congrès qui doit être convoqué. C'est l'article 8. C'est le Congrès qui doit être convoqué conjointement, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ce sont les deux qui doivent se réunir en Congrès pour les convoquer s'ils sont convaincus. Et que donc, le seul règlement intérieur du Sénat qui lui parle lorsqu'il y a des cas de poursuite, que des sénateurs porteurs de mandats, et là c'est clair, même si on pouvait les considérer comme sénateurs porteurs de mandats, ici on parle du procureur, on parle de la Cour de cassation, et non de la haute cour militaire. Parce que maintenant, même quand vous arrivez à ça, en quelle qualité, lui, l'auditeur général militaire, est allé saisir le Sénat? Mais puisque les faits lui reprochés au sénateur à vie concernent le domaine militaire, justement. Non, justement. Puisqu'il est accusé de haute trahison, nous le savons. Non, malheureusement, lorsque vous lisez les codes pénals de notre pays, les infractions reprises dans cette fameuse, je l'appelle fameuse, parce que même quand vous suivez ce réquisitoire-là, vous allez constater que c'est juste l'accusation qu'on ramasse en cours de route contre l'ancien président de la République. Là, je rentre au fond. J'étais d'abord sous le plan de forme, parce que je vais arriver au fond de ce que c'est que le contenu même de ces réquisitoires-là. Un procureur ou un auditeur ne peut pas ramasser ce qui est dans les débats, où on vous parle des accusations, par exemple, qu'on sait comment ça a été des témoignages. Vous dites qu'il a ramassé. S'il vous plaît, parce que le ministre, il agit sous les injonctions du ministre de la Justice. Et le ministre d'État en charge de la Justice. Et il devient un dieu. Parler de ramasser. Et il devient un dieu parce qu'il est ministre de la Justice. Un ministre sait ce qu'il dit quand même. Oh, Monsieur Patrick, ce que tu dois savoir, et à l'intention de toute l'opinion, le cas de ce témoignage d'Éric, qui est revenu dans ces réquisitoires-là, on avait déjà débattu avant le procès Nanga de ce cas-là, de comment c'est quelqu'un qui est même revenu sur ça en disant que j'avais été torturé. Lorsqu'on m'obligeait de le dire. Et à ce temps-là, il n'avait pas cité que le nom d'Israël, Joseph Kabila Kabange. Il avait cité le Olengango, il avait cité plusieurs noms. L'autre, en dehors de Olengango, plusieurs autres qui étaient des députés, qui avaient été cités par le même Eric. Alors, ça avait été balayé. C'est au temps du procès Nanga qu'on devait revenir sur ça, parce que lui, Eric, lorsqu'il a été traîné et qu'il a été condamné avec tous les autres qui n'étaient pas ici, condamné par défaut, pourquoi à ce temps-là, ils n'ont pas ajouté le nom de Kabila? C'est parce qu'à ce temps-là, déjà, le même Eric avait dit que c'était des témoignages
obtenue de force, obtenue par la violence, pas par les modes régulièrement reconnus de l'interrogatoire. La vidéo existe. Si les gens veulent qu'on sorte ça, est-ce que c'est ça la vidéo, la même vidéo qui était, je crois, montée au niveau des CNS, où on attend quelqu'un sous caméra, vidéos sont sorties, que c'est ça qu'on appelle un témoignage sérieux? Si c'était sérieux, c'est à cette époque du procès Nanga que ça allait sortir. Les autres, on vous dit non, il y a des gens qui ont fait des tweets. Vous imaginez tout un gouvernement qui doit se faire aider par les renseignements des services. On vous dit que Kabila, il y a quelqu'un du PPRD, secrétaire national, mais le même jour que peut-être lui s'est trompé, le même jour, moi j'ai fait quelle déclaration? Que personne ne l'a vu à Goma. Mais pourquoi aujourd'hui, un procureur, je dis l'auditeur général militaire, viendra qu'un tel a tweeté dans ce sens? Et s'il tweetait est aussi au conditionnel pour vérifier, ça signifie que déjà Kabila était à Goma. Et même s'il était, on l'a toujours dit, à Goma, ça signifiait que c'est une infraction pour qu'on traîne un ancien président de la République qui ait une garantie de l'alternance. Bon, Goma, c'est une zone sous contrôle des rebelles. Allez-y comprendre quelque chose. Bon, et tous ces citoyens qui sont à Goma, ils deviennent quoi? Ceux qui sont à Bukavu, ils deviennent quoi? Joseph Ils deviennent Kabila des n'est pas rebelles. n'importe qui. Bon, nous allons peut-être y arriver. Ça, c'est un raisonnement terre à terre, je m'excuse encore une fois de le dire, Oui. lorsque vraiment on veut s'apprendre. Et c'est ça, l'exposé des motifs qui est dans la loi portant statut d'ancien président. Lorsque vraiment vous voulez accuser un ancien président qui doit être lui considéré comme un ancien, une stabilité de l'alternance, il faut avoir des motifs sérieux. Très bien. Ça, c'est nos lois de la République. Et il n'y a pas qu'ici, regardez tous les autres chefs d'État africains qui sont là, qui vivent dans leur pays, avec leur famille, sans tracasserie, sans acharnement. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Et pour couvrir quoi, Patrick? Parce que c'est peut-être ça que les gens ne veulent pas dire. Que les gens ne sachent pas que c'est eux qui ont amené les M23 ici pendant 14 mois. Que les gens ne sachent pas que notre armée n'est pas en train d'être dotée, d'avoir des moyens suffisants pour contrer les M23 ou chasser les M23. Que les gens ne sachent pas que c'est du désordre quand même, où on met côte à côte les FARDC avec les groupes armés ou Azalène, où on fait plus de campagnes pour eux, mais en réalité on ne voit pas de résultats. Et qu'aujourd'hui ils sont dans des négociations avec le même Rwanda, qu'on dit Kabila est à collision avec, c'est pas moi, les M23, avec lesquels ils sont en négociation aujourd'hui, ils sont à Doha, ils sont aux États-Unis et ils sont en train de vouloir négocier dans une situation nébuleuse que personne ne comprend. Très bien. Bon, revenons au Sénat. Aujourd'hui, si la procédure sur la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila aboutissait, quelle serait votre réaction? Comment vous allez faire? Patrick, c'est une procédure, comme je l'ai dit par ailleurs, c'est une procédure déjà illégale. Oui, mais si ça aboutissait, ce n'est pas puisque vous dites que ça c'est illégal que ça ça ne va va pas nous arrêter le étonner, Sénat. c'est comme le procès Matata, ça ne va pas nous étonner. Vous vous imaginez que le président du Sénat et tous ces sénateurs qui se sont toujours présentés en grand juriste, je vois que la commission là a été confiée au sénateur Lutundu là, qui était quand même un personnage dans toutes les assemblées de l'époque. Et lorsqu'il opinait, on comprenait les droits où il était. Qu'aujourd'hui, alors que l'article 223, lorsque vous mettez ça ensemble avec l'article 224, vous allez comprendre qu'on parle d'un sénateur qui a un mandat et qui a fait valider son mandat après élection. On ne parle pas d'un sénateur à vie qui lui a un autre statut par rapport à la loi portant statut d'ancien président et dont l'immunité est là-bas. Parce qu'imaginez Patrick, ils disent qu'ils veulent examiner comment lever l'immunité de l'ancien sénateur à vie. Ils n'ont aucun article dans leur règlement intérieur. Ils veulent simplement superposer des dispositions qui sont applicables aux sénateurs sous mandat, des sénateurs élus, à un sénateur à vie. Lui n'est pas élu, il n'a même pas de suppléant. Sur ce plan-là, il y a un vide juridique. Non, il n'y a pas de vide. Intérieur. Je viens de vous dire qu'il y a plutôt une loi qui réglemente les poursuites Donc on doit contre un ancien président.
des poursuites contre un ancien, donc contre un Il y sénateur a à vie. une loi qui fait Contre un ça. sénateur à vie. Il y a une loi qui fait ça, qui s'occupe, qui sait comment poursuivre l'ancien président de la République. S'il y a de nouvelles infractions, comment les poursuivre pour les infractions commises lorsqu'il était enfant. C'est déjà dans une loi. Très bien. On a été longtemps sur la forme. Entrons un peu plus dans le fond. L'ancien président de la République est reproché notamment de haute trahison et des accointances supposées avec le rebelle du M23, des faits qu'il a toujours niés. Pourquoi il ne devrait pas se présenter carrément devant la justice pour clarifier les faits? Quelle justice? La justice, C'est comment d'abord la procédure. En droit, avant d'entrer au fond, mais le il fait faut qu'il vider les questions de forme. Puisqu'il ne veut pas se présenter devant le Sénat, parce que c'est la il bloque la procédure alors? Non. Ça veut dire si la procédure, tu entames n'importe quelle procédure, tu n'entreras jamais. C'est comme quand tu viens entrer dans cet enclos. Toi-même, tu mets d'abord un cadenas à l'extérieur. Est-ce que tu vas accéder à l'enclos? Non. Toi-même, tu perds la clé pour entrer dans une maison. La maison qui a une porte verrouillée. Est-ce que tu vas entrer dans la maison? Ça veut dire, avant d'arriver à l'intérieur d'une maison, il faut savoir l'ouvrir et avoir la bonne clé pour ouvrir la maison. C'est ce que nous appelons la procédure. Si tu as mal procédé, tu n'auras jamais l'accès au fond. Alors que la clé, la bonne clé peut se trouver. Parce que dans les cas-là, le problème c'est lequel? Le problème c'est de confondre un sénateur sous mandat à un sénateur à vie, à un sénateur à vie, qui ont des régimes, pénaux différents. Déjà, je viens de vous dire que par rapport à eux, c'est le règlement intérieur du Sénat, mais par rapport à un sénateur à vie, il y a une loi. C'est vraiment différent. Il ne faut même pas confondre ça. Et que donc, par rapport au fond, lorsque tu dis il faut qu'il aille devant les juges, d'abord, tu définis comment, toi, la haute trahison. Parce qu'elle est définie par la Constitution, la haute trahison. La haute trahison, c'est le président qui la commet, le président en fonction. Pas celui qui n'est pas en fonction. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui a prêté serment. Est-ce qu'un ancien président prête serment pour être ancien président? C'est celui qui entre en fonction, qui lui est reproché, de ne plus, par exemple, instituer un parti unique dans le pays. 2, de ne pas signer des conventions qui sont de nature à priver le peuple congolais de leurs richesses, de leurs ressources naturelles. C'est une infraction de haute trahison et la série est là. Les violations intentionnelles de la Constitution, c'est une infraction de haute trahison. Et aujourd'hui, on parle de la haute trahison. Je suis en train de rire. Nous parlons de quoi? Celui qui doit être poursuivi pour la haute trahison, c'est celui qui est en fonction. Mais ici, ceux qui sont en fonction et qui sont en train de négocier leur contrat signé avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec les M23, c'est eux qui deviennent maintenant les accusateurs. Alors qu'ils ont des explications à donner à la population. C'est ce que nous disons. Ça, c'est de un. Donc, que les M23 soient là aujourd'hui, ceux qui ont commencé à négocier leur présence et qui négocient encore avec eux, c'est qui? Ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir, c'est celui qui est en dehors du pouvoir. Non. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, en de termes plus clairs à la population, que Joseph Kabila n'est impliqué ni de loin ni de près à tout ce qu'on lui reproche, notamment le rapprochement avec le M23? J'aurais voulu que ce soit prouvé et qu'on ne me parle pas de ce témoignage d'Éric que lui-même avait balayé, avant même le procès Nanga. Lui-même avait balayé ça. Il va amener une autre vidéo ou quoi? Que ça ne soit pas ce tweet où on dit c'est pas moi, Steve Wemby, ou c'est pas moi qui a tweeté, ou RFI a dit. C'est ça le preuve en droit pénal. Ce qui avait vu, c'était le gouvernement de Namibie où il était, qui a confirmé que Kabila n'a jamais quitté la Namibie pendant ce temps. Il était là. RFI a menti. Et ça pacifie. RFI a menti. Mais bien sûr, s'il y a vraiment, ils ont déclaré, ils ont affirmé, pas au conditionnel, alors ils ont menti. Et ils n'ont jamais démenti. Même pas une seule photo. Toi, tu vois vraiment un ancien président de la République. Lui-même, Nangala, on l'a suivi. Il dit qu'il ne l'a jamais vu à Goma.
Mais maintenant, vous revenez, bon, Eric avait dit, tu t'es de cela. Non, ce n'est pas ça le droit pénal. Et innocent sur tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, notamment son rapprochement avec le M23. Mais enfin, le rapprochement, on le prend en considération de quoi? En dehors de cet élément qui était filmé, on le prend maintenant par rapport à quoi? Parce qu'on dit, bon, c'est pas moi, Eric était à côté, il a entendu une conversation. Et celui-là, il lui avait été demandé, il a dit non, c'était un témoignage extorqué. Mais il me semble que vous n'êtes pas clair dans la réponse. Est-ce qu'il est totalement innocent, Joseph Kabila, par rapport à ces faits de rapprochement? Il est totalement innocent. Il faut le dire comment, Patrick? Il faut le dire comment pour vous dire qu'il est innocent dans ça? Très bien. Puisqu'on parle toujours de justice, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une autre actualité de justice avec notamment la condamnation à 10 ans de travaux forcés pour l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Alors comment vous avez perçu cette nouvelle lorsque vous l'avez suivie? Non. Ça se sentait déjà. Où on a vu des juges eux-mêmes prononcer des phrases en réalité qui coûteraient leur réquisition. Comme quelle phrase, par exemple? Non, où clairement on disait à un député que bon, vos immunités là, vous ne pouvez pas nous les opposer. Ça signifiait qu'il y avait déjà une décision dans la poche. Non, mais en fait, heureusement, moi je vais vous dire... suspendu. Avant, le Sénat avait déjà autorisé la levée des immunités de Matata Ponyo bien avant. Et puis le procès a repris. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit revenir encore devant l'Assemblée nationale pour lever des immunités. C'est ce qui la Cour constitutionnelle l'a dit. C'est ce qui est faux. Je vais vous montrer que c'est faux. Le procès Matata, c'était d'abord le RP 001. Et c'était en 2001. La Cour a rendu un arrêt définitif. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont des arrêts rendus à premier et dernier ressort. Et ils sont exécutoires. Moi, quand j'entends les gens dire les procès étaient déjà en cours, j'ai même entendu faire référence à une doctrine du professeur Nyabirungu, parce que c'est lui qui était avocat, je crois. Il pense comme ça éblouir l'opinion. Il faut reconnaître, ils doivent reconnaître qu'il y avait d'abord un premier arrêt en matière pénale. C'était le RP 001. Et celui-là, en réalité, il n'a jamais été annulé, cet arrêt-là. Sinon, on va me dire qu'il a été annulé par quoi? Je sais, par exemple, qu'après cet arrêt-là, parce que dans cet arrêt, la Cour s'est reconnue incompétente de juger un ancien Premier ministre. Et que le procureur général de l'époque qui était là a transféré les dossiers au procureur général près la Cour de cassation. Et là, il y a un dossier qui avait été ouvert sous 09. C'est un nouveau dossier. On ne peut pas dire parce qu'il y avait déjà autorisation, ceci. Non, c'est un nouveau dossier. En réalité, ce procureur général devait, pour son RP 09/CR, devait lui aussi solliciter. Parce que l'arrêt 001, c'était un arrêt définitif. Il devait donc solliciter pour juger du fond. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si aussi les avocats de Matata allaient évoquer l'incompétence de la Cour de cassation. Je ne sais pas, mais au moins la cassation aurait la réponse. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque maintenant la cassation demande l'interprétation de l'article 64 sur ce qui est les infractions commises pendant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, c'est simplement ça que la Cour constitutionnelle devait interpréter. Mais lorsque vous lisez cet arrêt-là, l'arrêt en matière d'interprétation ou de contrôle de constitutionnalité, c'est l'arrêt 1816. Quand vous lisez cet arrêt, et vous lisez la motivation qu'il y a dans cet arrêt, je regrette. Parce que déjà la Cour constitutionnelle, dans cet arrêt d'interprétation ou de contrôle de constitutionnalité, ils reconnaissent que c'est la Cour de cassation. Ils s'étonnent que la Cour de cassation ait renvoyé et suspendu sa procédure et ait renvoyé les dossiers pour interprétation et que, profitant du fait que
ils n'ont pas vidé et que dans les dossiers renvoyés à la Cour constitutionnelle, il y avait la copie de l'arrêt 001, ils ont donc dit faire un revirement de jurisprudence. Mais est-ce qu'un revirement de jurisprudence, c'est une voie de recours pour qu'on nous dise aujourd'hui que l'arrêt 0001 n'existe plus, a été annulé? Non. La jurisprudence, en réalité, c'est pour l'avenir. Ça ne devait plus être une procédure contre les mêmes partis et dans une même affaire. Ce que la Cour constitutionnelle devait faire, c'était de renvoyer toujours à la Cour constitutionnelle pour poursuivre. Parce que la Cour constitutionnelle reconnaît que c'est la cassation qui était compétente et qui regrette qu'ils aient envoyé. Il fallait renvoyer à la Cour de cassation. Pourquoi ils se sont substitués aux juridictions de droit commun? Aujourd'hui, avec tous ces monstres juridiques qui sont en train d'être créés, en réalité, c'est un dommage sérieux de la sécurité juridique. Imaginez donc, il y a plusieurs procédures là. Il y a d'abord cet arrêt 001, il vient de pondre un autre arrêt 002, qui est aussi un nouveau dossier. Parce que, pourquoi c'est un nouveau? Pourquoi on n'a pas dit nous poursuivons? Parce que c'est le RP 001. Les immunités avaient été sollicitées sous RP 001. Pourquoi ils n'ont pas gardé les mêmes numéros de rôle du dossier? C'est là où il y a un peu de soucis par rapport à ces principes de la sécurité juridique. Profitant de ça, la Cour, lorsque vous lisez l'arrêt R-Cons 1816, vous allez constater que là-dedans, dans la motivation de la Cour constitutionnelle, c'est qu'ils se sont dit qu'ils sont surpris que la cassation, qui est pourtant compétente, leur ait renvoyé les dossiers avec l'arrêt 001. Et que donc pour eux, cela a suffi pour dire, bon, cassation, vous n'avez pas voulu vider cette affaire alors que vous étiez compétent, nous allons faire un revirement de jurisprudence pour vider. Parce qu'en réalité, j'ai dit ça pourquoi? Parce que leur motivation, c'est de dire les immunités, nous ne pouvions pas nous attendre parce que les immunités avaient déjà été levées et que donc nous ne pouvons plus y revenir. Et j'ai dit c'est faux. Parce que la première fois, lorsqu'on aura un procès, c'est le RP 001. Et dans ce RP 001 de la Cour constitutionnelle, cet arrêt c'est un arrêt définitif. Pas été, c'est un arrêt définitif qui n'a jamais été anéanti par aucune voie de procédure. À moins qu'aujourd'hui, ici, ceux qui se félicitent de tous ces désordres au niveau judiciaire, alors qu'en réalité, les droits, l'état des droits, en réalité, ça garantit, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que là, il y a plusieurs droits maintenant, de la défense et ainsi de suite, le fait qu'ils se soient appropriés les dossiers. Le RP 001, cet arrêt est toujours là intact. Lorsque par voie d'interprétation de la Constitution, il se réapproprie la procédure qui a déjà été vidée. C'est faux de raconter aux gens aujourd'hui que c'était une procédure qui n'avait jamais été vidée. C'était une procédure vidée, en tout cas au niveau de la Cour constitutionnelle. Et que eux, maintenant, dans leur arrêt d'interprétation, ce qu'ils devaient faire, c'était de renvoyer encore à la Cour constitutionnelle cette procédure-là. Parce qu'ils reconnaissent dans leur motivation de cet arrêt 1816 qu'ils s'étonnent que la Cour de cassation leur ait envoyé les dossiers avec l'arrêt 001, alors que c'est elle qui est compétente et qui devait vider l'affaire. Maintenant, en faisant un revirement, où en réalité il faut allusion à un RP, qui est un arrêt pénal, comme si le revirement était un voie de recours contre les arrêts définitifs de la Cour constitutionnelle. À ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème sur le plan de la procédure. Et que donc, s'il n'y a pas un problème, s'ils disent que c'est dans la continuité du premier dossier, pourquoi alors ils n'ont pas rendu la décision comme RP 001?
et que maintenant ils ont rendu comme RP 002. Et même lorsqu'ils sont allés à la cassation, pourquoi là aussi on a ouvert un nouveau dossier sous RP 09 et pas reprendre que les mêmes registres? Ça signifie, vous ne pouvez pas dire, un procureur ne peut pas dire, sous les RP 001, on avait obtenu la levée des immunités. Maintenant qu'on est à la cassation, nous allons partir de ça, encore que ça avait posé un grand débat lorsque ça avait été levé. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même regrettable que cet arrêt pose un énorme problème de sécurité juridique qui devait être garanti. Parce que même quand il y a revirement, c'est pour l'avenir. On ne peut pas utiliser une voie d'interprétation de la Constitution comme une voie de recours contre les arrêts déjà définitifs. Très bien. Il fallait laisser ces dossiers, laisser la cassation ou renvoyer les dossiers à la cassation pour dire c'est vous qui êtes compétent, poursuivez, parce que c'est un député, parce que c'est un sénateur. Très bien. Et alors, même lorsque on avait levé les immunités, Matata était sénateur. Mais quand on ouvre un dossier sous RP 00D, c'est un nouveau dossier ou c'est toujours l'autre quand il était sénateur? C'est un nouveau. Parce que même les prévenus qui étaient dans les dossiers n'étaient plus les mêmes. Très bien. Et que la qualité qu'avait Matata, ce n'est plus la même. À supposer que lorsqu'ils sont allés aux élections en 2023, que Matata n'ait pas été élu, la Cour allait les juger. Parce que ce qu'on est en train d'oublier ici, lorsque la Cour, en réalité, s'estime compétent, il faut qu'il se rassure aussi que la procédure du Congrès avait été suivie. Mais pour Matata, est-ce qu'il y a eu déjà un Congrès qui avait siégé? Très bien. Alors, voilà, donc c'est... Durant toute l'émission, vous avez relevé le fait que la justice ne fait pas correctement bien son travail et d'autres institutions, notamment le Sénat. Alors, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, quel est le remède qu'on peut donner à la justice ou à nos institutions pour que les choses se passent correctement, comme vous l'entendez? C'est vrai, pour nous, c'est la preuve que cette Cour-là n'est pas indépendante. Comment la rendre indépendante? Mais bien sûr, d'abord, c'est eux-mêmes qui doivent être capables de s'assumer. D'autres cours l'ont fait dans le monde où on a vu des juges d'une juridiction constitutionnelle comme celle-là résister aux pressions politiques, résister aux pressions d'argent. Ce n'est pas toujours bon qu'on apprenne que chaque fois qu'il y a élection, c'est le moment que les gens se distribuent l'argent. Chaque fois qu'il y a un procès politique, que c'est le moment que les gens doivent se distribuer d'argent comme ce qu'on est en train de lire dans les réseaux sociaux, comme argent à donner à celui-là, vérifier ou pas vérifier. Mais on doit pouvoir taire cet aspect des choses. Ils doivent s'assumer. C'est vrai, les efforts sont à tous les niveaux, mais ici, on voit bien que ça a été instrumentalisé. Regardez même les peines appliquées. Je vais chuter par ça. Les peines appliquées, c'est travaux forcés. Mais quand vous lisez notre Constitution, l'article 16, je crois, le point alinéa 5, cette peine-là est déjà abrogée. J'ai entendu des points de vue, bon, quand quelqu'un est condamné pour une peine de travaux forcés, ça va être converti à une peine de servitude pénale principale. Mais en vertu de quel texte? Tout ça, c'est des violations de la Constitution. Donc, je crois que c'est Matata aujourd'hui qui se retrouvera heureux par une décision qui a violé la Constitution sous l'application de la peine. Merci. Parce qu'à ce moment-là, comment ils vont faire? Ils vont appliquer les travaux forcés. Ils vont convertir une peine illégale inconstitutionnelle que notre Constitution dit, vous ne pouvez pas appliquer ça. Merci, merci. Ça sera encore une première que la Cour constitutionnelle, qui est censée
être la protectrice de la Constitution, du respect de la Constitution, soit elle-même qui viole la Constitution et sur tous les plans. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand Cambéré, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci Patrick, merci à Digital Congo. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission sur nos antennes. Nous nous retrouverons dans nos prochaines éditions pour un nouveau numéro. Au revoir.